Les images que vous voyez défiler en arrière-plan de cette vidéo proviennent d'un clip promotionnel créé par l'agence Visit London. Ce clip promotionnel était diffusé à la London House de Pékin en 2008 lors des JO de Beijing. La London House était une sorte de lieu de musée éphémère qui permettait de mettre en lumière grâce à des photos et des vidéos la mode, l'architecture et le sport britannique auprès des habitants de Pékin en vue des Jeux Olympiques de Londres de 2012. Si rien de particulier ne semble sauter aux yeux à première vue, il faut se concentrer un tout petit peu plus et s'arrêter maintenant. Ce que vous voyez en arrière-plan, c'est une peinture extrêmement controversée créée par Marcus Harvey. C'est une reproduction d'une photo d'une femme nommée Mira Heinli. Ne vous inquiétez pas, on va bel et bien parler des JO de Paris, tout a un rapport. Alors, si cette peinture est si controversée, c'est parce qu'elle a été peinte grâce à de multiples empreintes de mains d'enfants. Jusque-là, rien de choquant, on a tous fait ça à l'école pour offrir une merveilleuse peinture à nos parents, mais celle de Mira prend une toute autre tournure si je vous dis que l'affaire que je m'apprête à vous raconter a valu à cette femme la réputation de la femme la plus diabolique du Royaume-Uni. Mira Heinli grandit dans une atmosphère familiale violente dans une banlieue de Manchester à Londres et se fait battre par son père alcoolique tout juste revenu de la Seconde Guerre mondiale. Des traumatismes qui vont la changer en tant que personne et qui feront que Mira deviendra une personne violente et perturbée. Un jour, elle croisa un homme, Ian Brady, pour qui elle va développer une admiration très malsaine étant donné qu'elle avait connaissance de son casier judiciaire dans lequel il était dit qu'enfant, il torturait des animaux et des enfants. Il a été diagnostiqué plus tard psychopathe, mais il était surtout particulièrement admiratif d'un petit chancelier moustachu ayant été refusé d'une école d'art. Une admiration qu'il va petit à petit partager avec Mira. Évidemment, vous le voyez venir, mais Ian commence à émettre l'idée de commettre un crime parfait. Alors c'est à partir de 1963 que débutera l'une des tueries les plus connues de l'histoire britannique, connue sous le nom des meurtres de la Lande. Entre 1963 et 1965, 5 enfants âgés de 10 à 17 ans seront chacun torturés physiquement, psychologiquement, agressés sexuellement, puis tués dans des circonstances des plus abominables qu'ils soient. Si l'affaire est si connue, c'est aussi parce qu'il existe des photos pornographiques d'une des victimes et que la plus jeune d'entre elles, Leslie Ann Downey, a été enregistrée audiophoniquement lors de sa torture et de son meurtre. Personne ne peut écouter cet enregistrement sur internet, heureusement, mais sa retranscription écrite est une horreur et a suffi pour me nouer la gorge et me mettre les frissons. Un enregistrement audio de 16 minutes qui a été diffusé au commissariat de police avant le procès, dans lequel la petite Leslie supplie de rentrer chez sa maman, pleure en se plaignant d'avoir mal au cou, disant qu'elle ne peut pas respirer, et ce qui rend la scène encore plus macabre, c'est que le couple avait mis en fond sonore une musique de Noël que l'on connaît tous, et qui terrifie dès lors toutes les personnes ayant entendu l'enregistrement audio. Voilà. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi cette peinture fait tant polémique. C'est une peinture faite avec des empreintes de mains d'enfants qui représentent la photo d'arrestation d'une criminelle, violeuse, pédophile, qui est à l'origine d'une des tueries les plus abominables du Royaume-Uni. Une peinture qui n'a d'ailleurs plus été exposée depuis 1999. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait dans un clip promotionnel datant de 2008 qui est censé être le reflet du rayonnement de Londres et du Royaume-Uni avant les JO de Londres 2012 ? Eh bien, Visit London se défend en disant qu'ils utilisent des images d'archives pour leurs clips touristiques et que jusque-là, cette photo n'était jamais apparue. Évidemment, le clip n'est donc jamais sorti publiquement, mis à part en Chine lors de cette exposition, mais ça n'a pas empêché de créer un petit tollé dans les journaux britanniques. Si je vous ai parlé de tout ça avant d'entamer cette vidéo, c'est pour bien vous faire comprendre que les Jeux Olympiques, notamment d'été, ont toujours été controversés. Il ne faut pas directement penser que ceux de Paris seront un désastre ou une exception à la règle. On parle souvent d'une communication commerciale assez douteuse autour des JO de Paris, on va en parler dès le début de cette vidéo, mais comme on vient de le voir, les JO de Londres avaient frappé très fort pour ce qui était de bien faire de la merde et pourtant, personne ne se souvient de ce fiasco. Et des controverses lors de ces jeux, il y en a eu bien d'autres, mais ça n'a pas empêché le président du comité international olympique d'affirmer que ces jeux avaient été fabuleux, extraordinaires et même les meilleurs jeux jamais organisés. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, puisque comme d'habitude, cracher sur les JO de Paris ou la France c'est facile, mais pour se rappeler des scandales qui ont eu lieu lors de précédentes éditions dans d'autres pays, ça semble plus compliqué. Même pire, bien souvent, les polémiques dont on entend parler autour des JO de Paris ne sont rien comparé à ceux de Londres, de Rio et bien d'autres. Et justement, on va commencer avec l'aspect commercial, avec les affiches des Jeux Olympiques et Paralympiques, il ne faut pas l'oublier, de Paris 2024. Alors, cette affiche est un peu spéciale puisque contrairement aux autres éditions, elle se coupe en deux. On a l'affiche des JO d'un côté, puis l'affiche des Jeux Paralympiques de l'autre.
Une fois assemblées, les deux affiches créent alors une sorte de tableau moderne, festif, coloré et joyeux. Mais beaucoup crient au scandale à cause de cette affiche. N'en déplaise à la gauche sectaire, c'est quand même la chrétienté qui a aussi dessiné la France. On voit dans nos quartiers, on voit avec nos églises, on voit avec nos cathédrales. Cet effacement de la croix, en fait, c'est révélateur de l'effacement de notre histoire, que veulent évidemment cette gauche sectaire. Et plus largement, je pense que c'est révélateur d'un effacement anthropologique. La croix des Invalides disparaît. Cette affiche ressemble beaucoup plus à un mauvais manga multicolore que une affiche digne des Jeux Olympiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Hôtel des Invalides, c'est ce bâtiment. C'est ici que le chef d'État rend traditionnellement hommage aux soldats morts pour la France ou aux victimes du terrorisme. Il peut aussi décider de rendre hommage à des personnalités publiques et politiques, comme par exemple Charles Aznavour, le commandant Cousteau, Simone Veil ou encore Jacques Chirac. Ce lieu est aussi un musée de l'armée où on y trouve des armes, des objets de la vie quotidienne des soldats français, et comme vous le savez sans doute, c'est ici, le 14 juillet 1789, que la prise des Invalides a permis d'armer le peuple parisien avant la prise de la Bastille. Mais à l'origine, il était un hôpital pour les soldats devenus invalides à cause de guerre. On y trouve alors une église qui sera par la suite prolongée par une chapelle pour accueillir le roi Louis XIV dignement, le fameux dôme des Invalides. C'est dans cette église dans laquelle Napoléon en 1804 a remis les premières légions d'honneur aux officiers méritants. Et en parlant de lui, c'est ici, sous ce dôme, dans une crypte, que se trouve le tombeau de Napoléon Ier. Alors, sur le fameux dôme des Invalides se trouve une croix chrétienne, logique, mais qui n'apparaît pas sur l'affiche des Jeux Olympiques. Beaucoup de personnes s'indignent alors de son absence, mais il suffit de s'informer. Historiquement, la charte olympique est formelle. Dans tous les Jeux Olympiques précédents, les affiches de style figuratif ne doivent jamais mentionner de symboles religieux. Mais maintenant, à notre époque, c'est différent, puisque le CIO, donc le Comité International Olympique, n'a rien imposé aux dessinateurs. La création des affiches est un exercice libre pour chaque comité d'organisation. Les seuls impératifs du cahier des charges du CIO sont la présence du logo de l'édition, le numéro de l'Olympiade, ainsi que les dates des Jeux. L'artiste, lui, de son côté, se défend en expliquant « À travers mon dessin des affiches officielles, je ne cherche pas à représenter les objets ou bâtiments de manière conforme. Je les évoque tels qu'ils m'apparaissent à l'esprit sans arrière-pensée. Je ne cherche pas à ce qu'ils soient fidèles à l'original, mais plutôt qu'on puisse se figurer en un clin d'œil de quoi il s'agit, tout en le projetant dans un univers surréaliste et festif. » Donc bon, pour le coup, en enlevant la croix du dôme des Invalides, la symbolique religieuse, chrétienne, sacrée de l'histoire de France autour de ce bâtiment ne disparaît pas. Il faut bien comprendre que ce n'est pas en enlevant une croix qu'une église, une cathédrale n'est plus ou n'a plus de dimension sacrée. L'absence de signes religieux dans les affiches des JO s'inscrit donc dans une sorte de tradition sous-entendue entre chaque pays. Il faut savoir que nous sommes le seul pays, avec le Brésil, à avoir mis un signe religieux dans une affiche des JO, donc il faut en être fier et on ne peut pas râler parce qu'il n'y a pas la croix. Et dans cette arène géante qui fourmille de détails, il y a des oublis qui interpellent. Pas de drapeau français. Encore une fois, il suffit de mieux regarder puisqu'il y est sur les bonnets phrygiens. Là, là et là. Mais aussi justement à l'entrée du dôme des Invalides, juste ici, semblable à celui que l'on pose sur le cercueil de soldats morts ou de personnalités lors d'hommages aux Invalides. Voilà, c'est du détail, mais il y est quand même, et de façon subtile et beaucoup plus symbolique que simplement accroché à la tour Eiffel. Puis encore une fois, l'absence de drapeau dans les affiches des JO s'inscrit là aussi dans une sorte de tradition sous-entendue entre chaque pays. Même les États-Unis ne l'ont pas mis lors de toutes les éditions qu'ils ont accueillies. On parle des États-Unis. Et si vous n'êtes pas convaincu, on va faire un petit jeu. Allons voir les affiches des anciennes éditions où il est quasiment impossible de savoir où les jeux se déroulent. Tokyo, 2020, pays très conservateur, pas de drapeau, en revanche il avait mis en 1964. Londres, 2012, pays chrétien, culture extrêmement riche et variée, pas de drapeau ou de signes religieux, ni même de bâtiments nous rappelant le Royaume-Uni. Rio, 2016, pays chrétien, pas de drapeau, mais présence du Christ Rédempteur comme on l'a dit, et en même temps c'est un peu leur tour Eiffel à eux, donc ils sont un peu obligés de le mettre s'ils veulent mettre un monument. Barcelone, 1992, là non plus, pas de drapeau ou de signes religieux. Et enfin, la dernière, ma préférée pour le coup, plus ancienne mais j'aime beaucoup, Berlin, 1936. Bon, pas besoin de faire un dessin, les Jeux de Berlin se déroulent dans une atmosphère de xénophobie, d'antisémitisme. Adolf Hitler il veut se servir de cet événement pour faire la propagande du nazisme et la promotion de l'idéologie de la supériorité de la race aryenne. Pourtant, il n'y a pas de drapeau nazi, ou de drapeau tricolore impérial, noir, blanc, rouge, réinstauré le 12 mars 1933 pour symboliser le pays après la mise en place du régime nazi cette même année. Donc, quand on voit cette affiche, je pense qu'on sait qu'on est en France. Le nombre de symboles et de choses qui montrent la culture française sur cette affiche, c'est une dinguerie et c'est trop bien. On a de l'architecture haussmannienne, des jardins français typiques, le Belém, la Tour Eiffel, le Stade de France, l'Arc de Triomphe, le port de Marseille, le Dôme des Invalides, le bonnet phrygien avec des petits drapeaux français, la patrouille de France,
France, Marianne avec le bonnet phrygien et la cocarde, le Grand Palais ou encore la vague de Tchoupo. Puis bon, des choses complètement absurdes dites au sujet de cette affiche, il y en a des tas. La croix des Invalides disparaît ou les références aux guerres napoléoniennes également. C'est dans cette église dans laquelle Napoléon en 1804 a remis les premières légions d'honneur aux officiers méritants. Et en parlant de lui, c'est ici, sous ce dôme, dans une crypte, que se trouve le tombeau de Napoléon Ier. Ou les références aux guerres napoléoniennes également, de l'Arc de Triomphe. La Tour Eiffel, le Stade de France, l'Arc de Triomphe, l'Arc de Triomphe, l'Arc de Triomphe... Encore une fois, petit cours d'histoire. Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, déclare aux soldats français « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». L'empereur s'est référé aux arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête de ses troupes. Par un décret impérial daté du 18 février 1806, il ordonne la construction de cet arc de triomphe consacré à perpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Voilà. Je pense qu'il n'y avait pas besoin non plus de reconstituer une bataille napoléonienne. Bref, mettez un peu de couleur dans vos vies et apprenez l'histoire de France, ça évitera ce genre de polémique lunaire. Mais on me dit que ce n'est pas fini, d'autres polémiques complètement débiles existent encore, la mascotte des JO. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol. Oui, alors, la mascotte des JO, censée représenter un bonnet phrygien, comme on le voit sur l'affiche, ressemble effectivement à un gros clito. Mais vous avez un peu la critique facile. Voici un bonnet phrygien à côté des mascottes. Bon, je pense que ça va, c'est ressemblant, c'est surtout original, et en parlant d'originalité, allons voir la mascotte des JO de Londres 2012. Oui, elles sont terrifiantes, je pense que c'est pour ça que personne n'en parle, tout le monde est traumatisé. Donc comparer nos mascottes à des clitos, ce serait comme de dire qu'une fusée ressemble à une tub. Oui, c'est vrai. Et alors, ce n'est pas pour ça que l'image de la NASA est entachée, voilà, ils n'envoient pas des tubs géantes dans l'espace. Mais ça n'est pas fini, il existe encore une autre polémique complètement débile, le logo des JO. Alors, le logo des JO, de base, c'était celui-là qu'on a utilisé pour notre candidature. Hyper stylé, il représente la Tour Eiffel dans un style un peu design, coloré, moderne, festif, et en même temps il représente le nombre 24 pour 2024. Ce logo a donc été remplacé par celui-là, un logo rond, aux couleurs dorées, représentant une médaille d'or, la flamme olympique, puis un visage de femme associé au visage de Marianne. Pour le coup, je suis moins fan, mais créer encore des polémiques autour de ce logo en le comparant à un logo de salon de coiffure, certes c'est drôle, ça me fait rire, mais me dire que des gens accordent autant d'importance à ce logo en disant que la France va se faire ridiculiser, qu'elle n'a pas de goût, que c'est moche alors qu'il n'est pas désastreux, ça fait vraiment se rendre compte que les gens n'ont pas de problème. En plus de ça, notre logo sera le premier logo de l'histoire à être utilisé et pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques. Mais encore une fois, on préfère critiquer et parler du négatif. Bref, est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans les vraies polémiques? Eh bien non, puisque l'hymne des JO en a fait réagir plus d'un, là aussi. Victor Lemann, qui a assuré la direction musicale de Starmania. Son thème, il le travaille depuis l'année dernière. Souvent une idée, elle vient assez vite en fait, donc c'est vrai que c'était vraiment quelques notes. Alors oui, c'est vrai que ces trois notes font extrêmement penser à la musique de Jurassic Park, mais ce ne sont que ces trois notes puisque la musique n'a rien à voir. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, la musique fait voyager, elle est planante, elle est épique et c'est pour cette raison que l'on en attend tout autant pour la musique de la chorégraphie des JO et de la chorégraphie en elle-même qui est... je sais pas, je vous laisse regarder. Bon voilà, alors il y a l'idée hein, et l'idée est bonne, ils essayent d'inclure dans la chorégraphie tous les sports présents lors des Jeux Olympiques, mais je sais pas, c'est compliqué de juger une chorégraphie comme ça parce qu'il faut réussir à s'imaginer le truc en grandeur nature on va dire, mais je sais pas, si c'est l'absence de costumes, d'ambiance, de monde, mais c'est très plat. On est plus sur une chorégraphie digne d'un spectacle de primaire finalement qu'une choré pour les JO, pendant que la Chine a eu ça. Et l'Angleterre, ça.
Voilà, vous avez remarqué, une ambiance très traditionnelle, des musiques traditionnelles, l'Angleterre retrace carrément une bonne partie de son histoire allant des années 20 à 70 par exemple, et nous, on a ça. Voilà. Les paroles sont carrément en anglais. Contrairement à l'affiche, là je veux bien parler du fait qu'on ne voit pas la culture française. Alors après, si on veut se rassurer, je vais vous remettre la chorégraphie des JO de 2016 au Brésil et je pense qu'on a encore un petit espoir pour que la nôtre soit mieux. Ok, tout se passe bien, ça chante en portugais. Après bon, la danse je sais pas trop, c'est pas mon délire, mais c'est pas grave. Et attention, là ils vont vriller. Voilà, du dubstep. Dites-moi où est le Brésil là-dedans. Donc ne vous inquiétez pas, on a peut-être encore une lueur d'espoir devant nous, et en parlant d'espoir justement, peut-être que ces JO sont faits pour nous. Je ne crois pas au destin, mais il se peut que l'histoire de France doive passer par ces JO, et peut-être que ce signe nous a été envoyé dès le départ, puisque Paris a gagné contre personne. Alors bon, ça c'est pas une polémique, c'est plutôt une anecdote très drôle et c'est plus compliqué que ça. Pour 2024, seuls Paris et Los Angeles se présentaient pour être la ville qui allait accueillir les JO. Sauf que pour 2028, personne ne se présentait. Donc pour s'assurer de pouvoir organiser chacune une édition, les deux villes se sont mises d'accord pour que Paris organise les Jeux de 2024, 100 ans après l'avoir hébergé, puis Los Angeles, ceux de 2028. Donc ils ont fait un petit braquage sympa et peut-être que c'est un signe pour nous montrer que tout va bien se passer, alors évitons d'en faire toute une histoire. Une histoire, il y en a eu une sacrée d'ailleurs avec l'interprète pressenti pour reprendre lors de la cérémonie d'ouverture la célèbre musique d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Très bon choix de musique pour le coup, mais choix de l'interprète un peu contestable puisqu'il s'agit de Aya Nakamura. Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée dans le monde après David Guetta, Kungs, DJ Snake, Bob Sinclair, Offenbach, bref, derrière beaucoup, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne chantent pas, ils sont DJ, donc on comprend le choix d'Aya Nakamura. On ne peut pas nier qu'on s'est tous ambiancés sur un son à elle, et en plus de ça, objectivement, c'est une personne qui chante vraiment bien. Mais qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta veste. Assis-toi, rien ne presse. En revanche, il y a ce problème. Voilà. Maintenant, imaginez la situation inverse d'un homme condamné pour violence réciproque sur conjoint et qui représenterait les valeurs de la France lors des Jeux Olympiques avec une musique intitulée « L'hymne à l'amour ». C'est vrai que ce couple symbolisait parfaitement l'amour. Voilà, donc c'est non, c'est pas acceptable, fin du débat. Alors vous allez me dire, ouais mais on peut prendre qui alors? Bah ce qui serait fou je trouve, ce serait de prendre un français là, pas très connu, un des pianistes les plus écoutés dans le monde actuellement, Sofiane Pamart, pas très connu le mec. Et pour chanter alors, pourquoi pas le retour d'un duo? Si je vous dis Paris, monstre, un monstre à Paris, la scène, encore une fois je ne peux pas vous mettre l'extrait à cause des droits d'auteur, mais Mathieu Chédid et Vanessa Paradis, ce serait une folie. Là, allez écouter du Vanessa Paradis, du M, allez écouter la musique du film et imaginez-vous un piano à la Sofiane Pamart, puis ce duo qui chante l'hymne à l'amour. Je trouve que ce serait parfait. En revanche, ce qui est moins parfait, ce sont les paroles de la musique du film justement qui ont plutôt mal vieilli. Tellement jolie, elle m'ensorcelle, la scène. Permettez-moi d'en douter. Si je vous dis ça, c'est parce que, comme vous le savez, il était prévu que les épreuves de triathlon, de paratriathlon et de natation en eau libre se déroulent dans la Seine. Anne Hidalgo et Emmanuel Macron devaient même s'y baigner pour l'inaugurer. Je propose que l'épreuve de triathlon, qui est une épreuve majeure, magnifique, puisse se dérouler dans la Seine, au pied de l'hôtel de ville. Et en parlant de l'hôtel de ville, Célia Bloel, en 2017, adjointe à la mairie de Paris, chargée du développement durable et de l'eau en particulier, reconnaît que le challenge est grand. Il va falloir donner un sacré coup d'accélérateur, mais je suis super optimiste. La qualité de la Seine est bien meilleure qu'il y a 20 ans. Tous les enfants profitent au maximum du grand air, dans la joie et la bonne nuit. La preuve, on y trouve aujourd'hui 35 espèces de poissons contre 2 seulement dans les années 70. Des espèces de poissons, oui, mais des tortues et alligators aussi. Ou un python, un phoque, un rorqual, un beluga, une orque ou encore un pacou, un poisson originaire d'Amérique du Sud qui s'apparente au célèbre piranha qui a été décrit par la presse comme un dangereux poisson mangeur de testicules. Voilà, c'est pas une vanne, soit ils ont 2 ans, soit c'est véridique, et à ce compte-là, ce fameux poisson mangeur de testicules a certainement dû manger celle de ce cadavre d'humain repêché dans la Seine près du pont Alexandre III. C'est de l'humour, il faut rigoler, mais pont Alexandre III d'ailleurs qui est prévu pour être transformé en site de compétition pour ces épreuves. Bon, ensuite évidemment on trouve des vélib, des trottinettes, des voitures, des obus ou encore des armes de la Seconde Guerre mondiale. Autant vous dire qu'en 2024, on n'est toujours pas prêt. On a trouvé des concentrations de pathogènes qui étaient supérieures au seuil réglementaire qui autorise les nageurs à nager.
Et du coup, c'est pour ça que les épreuves tests ont été annulées pour assurer la sûreté des nageurs. Mais alors, pourquoi la Seine est si polluée? Tout simplement parce que le réseau d'eau de Paris est unitaire. Toutes les eaux sont évacuées au même endroit. Mais lorsqu'il pleut énormément, il peut arriver que les égouts débordent. Pour éviter ça, on déverse alors une partie des eaux usées dans la Seine grâce à des déversoirs. Sauf que ces eaux usées contiennent les eaux ménagères, c'est-à-dire celles de nos cuisines ou salles de bain, mais aussi celles de nos toilettes. Vous avez donc compris que la mairie de Paris souhaite littéralement faire nager les athlètes dans la merde. Et le véritable problème, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas directement les bactéries fécales. Explication. Qu'est-ce que ça fait les bactéries indicatrices fécales, là, les Escherichia coli et les entérocoques? Ça fait pratiquement rien. Ces bactéries, si on travaille avec, c'est parce qu'elles sont indicatrices d'une contamination fécale. Mais si les gens qui ont produit ces matières fécales sont malades, ils sont porteurs des virus, et donc il y a toutes les chances qu'on retrouve les mêmes virus en scène. Le trouble majeur, ça va être une gastro-entérite. Les athlètes sont donc inquiets, ils se plaignent et demandent d'avoir un plan B, chose que la mairie de Paris refuse en assurant que tout va bien se passer. En fait, ils sont tellement confiants qu'il n'y a pas de plan B. Leur plan B, c'est quoi? C'est tout simplement l'annulation des épreuves, donc pas de natation en eau libre, et au lieu d'un triathlon et paratriathlon, faire un biathlon. Tout simplement. Voilà, on supprime une épreuve. On est sur un sport en extérieur, donc le sport en extérieur, il y a, comme tous les sports en extérieur, parfois des aléas climatiques. On a évidemment prévu tout ça, parce que tout ça est travaillé. Il y a des gens qui débarquent sur le sujet en nous disant « Oh là là, mais c'est pas possible, on va pas y arriver ». Tous les scénarios ont été envisagés, ils ont été travaillés avec la Fédération internationale de natation, de triathlon, avec le comité d'organisation des Jeux. On espère alors que toutes les possibilités aient été envisagées et que des solutions existent, puisque pour assurer une bonne qualité de l'eau de la Seine, l'État et la mairie ont investi 1,4 milliard d'euros pour le plan baignade. Un chiffre qui s'inscrit dans un budget estimé pour l'organisation des JO à plus de 9 milliards d'euros, soit plus de 2 milliards de plus que ce qui était prévu en 2018. Mais le véritable problème ne vient pas de là. Encore une fois, ici on parle des JO de Paris, de la France, on y met de la légèreté, mais il faut savoir que tous les jeux coûtent très cher et même plus cher. Tous les Jeux Olympiques coûtent très cher et conduisent à des dépassements de budget. En moyenne, 3 fois plus que le budget initialement prévu. Le budget des Jeux de Paris a déjà augmenté de 10% pour suivre l'inflation. Voilà, donc on ne fonce pas forcément droit dans un mur avec ces JO de Paris, à chaque édition les mêmes scandales reviennent, pourtant rien ne change, et il n'y a jamais de fiasco ou de réel désastre depuis ces dernières années. Mais alors, d'où vient tout cet argent? Eh bien, une partie vient de l'argent public et une autre partie de l'argent privé. Le budget du comité olympique s'élève à 4,4 milliards d'euros, dont 96% provient d'argent privé et 4% d'argent public, donc de nous. Ensuite, on a le budget de la Solideo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est chargée de construire toutes les infrastructures qui vont durer dans le temps. Leur budget s'élève à 4,4 milliards d'euros, dont environ 39% provient d'argent public, donc encore une fois de nous. Donc vous voyez qu'argent public et privé sont bien mélangés dans ce budget, ce qui fait que la Cour des comptes, donc ceux qui sont chargés principalement de contrôler la régularité des comptes publics, sont complètement perdus. Ils n'arrivent pas à savoir combien est-ce que ça va coûter pour l'État. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, avait estimé à 3 milliards d'euros les investissements publics totaux. Mais il est revenu un peu plus tard sur ses dires en disant 3, 4, 5 milliards d'euros, cela sera connu après les JO. Donc pendant que je calcule précisément ce qu'une amélioration d'un ArcX niveau 7 va me coûter en pièces d'or, la Cour des comptes se permet de rester vague avec 3, 4, 5 milliards d'euros que les Français seront censés payer à la fin des JO. Mais heureusement, pas d'inquiétude, Amélie Oudéa-Castéra nous rassure, il n'y a aucune raison que ça atteigne 5 milliards, il n'y a ni dérive budgétaire, ni coût caché. Permettez-moi d'en douter. Et parlons de Saint-Denis et plus précisément de la piscine olympique qui doit accueillir les épreuves de plongeon, de natation synchronisée et de water polo. Dans le dossier de candidature, la piscine olympique devait coûter moins de 70 millions d'euros. Un coût affiné à 90 millions d'euros dans le projet définitif déposé en septembre 2017. Mais 7 ans plus tard, elle aura finalement coûté près de 175 millions d'euros. C'est-à-dire le double. Le 4 avril 2024, ce bassin a donc été inauguré par des plongeurs de l'équipe de France en présence du président de la République, et ce jour-là, l'un d'entre eux, Alexis Gendard, est tombé de haut. Heureusement, il le prend bien, mais il n'y a pas que lui qui est tombé de haut, puisque finalement, c'est la Défense Arena à Nanterre, une salle de concert qui accueillera les épreuves olympiques de natation en ligne avec 2 bassins provisoires. La raison, la capacité en nombre de spectateurs des bassins olympiques de Saint-Denis est trop petite pour accueillir les épreuves de natation en ligne et les futurs championnats du monde. Ici, nous sommes sur du 5000 places, alors que la Fédération internationale impose au minimum le triple, soit
15 000 places. On rappelle maintenant ce que nous dit Amélie Oudéa-Castéra. Il n'y a aucune raison que ça atteigne 5 milliards, il n'y a ni dérive budgétaire, ni coût caché. Bon, après, heureusement, en 2022, Valérie Pécresse rassure les Français, ils auront une augmentation de leur pouvoir d'achat. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1400 € net, ça fera 500 € de plus sur l'année. 3% de hausse des salaires pour tous les Français. 500 € de plus sur l'année, Valérie Pécresse, oui, ça fait 3% de hausse des salaires pour tous les Français dès juin. Ça fait combien 500 € par an? Par mois, dans ma poche à moi? Ah bah 500 € par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41 € par an. 41 € de plus par mois, mais 500 € par an, quand même, 3% de hausse des salaires. Par semaine, ça fait 10 € par semaine. Ça fait 1,50 € par jour. Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 € par jour, Valérie Pécresse? Mais vous savez, avec 500 € par an, on peut acheter beaucoup de choses. On peut acheter beaucoup de choses, mais certainement pas un Vertiport à 1 million d'euros. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Après avoir été endetté à plus de 5 millions d'euros. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Après avoir fait un appel aux dons. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Et la ligne politique pour le second tour, Madame Pécresse? La présidente du Conseil régional d'Île-de-France nous présentait en juin 2023 son nouveau projet permettant de désencombrer le réseau parisien, le volocoptère, une révolution technologique de pointe. Semblable à un hélicoptère, cet engin censé pouvoir transporter entre 8 à 10 personnes est capable de décoller à la verticale, le tout de façon écologique avec zéro empreinte carbone. À la place du carburant, des bonnes batteries écologiques en lithium absolument pas recyclables qu'on fabrique en démontant la couche terrestre. Mais comme si ça n'était pas suffisant, ces mini-hélicos ne peuvent transporter au final qu'une seule personne, si on ne compte pas le chauffeur évidemment. C'est un projet à la fois inutile et polluant, au service de personnes ultra privilégiées qui sont pressées. Pour un trajet en hélicoptère taxi, c'est 45 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un trajet en métro d'une personne, et c'est 30 fois plus de consommation d'énergie. Ces volocoptères décollent alors depuis ces plateformes installées quai d'Austerlitz appelées Vertiport. Le prix d'un trajet de 25 minutes qui ne t'amène même pas où tu veux directement, entre 100 et 140 €. Mais ce n'est pas fini, puisque l'Agence européenne de sécurité aérienne ne donnera la certification qu'à l'automne 2024. Ce qui veut dire que ces volocoptères ne voleront pas pendant les JO, comme il était prévu. On rappelle le prix, 1 million d'euros. On rappelle ce que nous disait Amélie Oudéa-Castéra, il n'y a aucune raison que ça atteigne 5 milliards, il n'y a ni dérive budgétaire, ni coût caché. Bah du coup si, et je ne vous parle même pas des pièces de 2 € à l'effigie des JO ou de la décoration de la mairie de Paris, mais des dérives budgétaires, il y en a beaucoup. Bref, continuons avec notre Valoche nationale et restons toujours dans le thème des transports. Un des points forts de la candidature de Paris était la promesse des transports gratuits pour tous les touristes olympiens, c'est-à-dire pour les personnes ayant un billet pour les Jeux Olympiques. Sauf que finalement, non. Et même pire, les prix des billets vont augmenter. Par exemple, les billets de bus vont passer de 2,10 € à 4 €. Mais cette hausse est loin d'être la seule, puisque pour tous les billets de train ou de RER hors de Paris, il faudra compter 6 € le billet à l'unité. Ensuite, le carnet de métro, sans surprise, augmentera lui aussi, passant de 16,90 € actuellement à 32 €. Et enfin, le prix du trajet vers les aéroports sera lui aussi rehaussé à 16 €, contre environ 11 € actuellement pour Roissy et Orly. C'est cher. Selon Valérie Pécresse, cette hausse est temporaire avec comme seul objectif ne laisser aucune dette olympique aux Franciliens. Mais c'est pour la bonne cause puisque cette augmentation sert à financer de nouvelles lignes de transport qui ne seront pas disponibles pour les Jeux cet été. Seuls les prolongements de la ligne 14 seront réalisés dans les temps. Mais pas de problème, il y a tellement de rebondissements dans cette affaire, pas de problème puisque selon le vice-président d'Île-de-France Mobilité, ces aménagements n'étaient pas prévus dans les plans de base. EOL était un projet qui préexistait au jeu et pour le coup, on n'a pas besoin d'EOL pour pouvoir desservir les jeux. La seule ligne qui était réellement importante pour les jeux, c'était la ligne 14 parce que c'est une traversante de Paris et une structurante de l'Île-de-France qui est extrêmement important comme ligne. Les autres lignes apportaient des bonus en termes de desserte, mais en réalité n'étaient pas du tout au cœur du schéma de transport tel qu'il avait été conçu à l'époque. Donc selon lui, tout va bien, pas de problème, on est rassuré. Sauf que non, encore un rebondissement, on a un truc en France qu'on aime bien faire et que les autres pays n'ont pas forcément le droit de faire, le droit de grève.
Oui, alors, comme à leur habitude, la RATP et la SNCF ont posé des préavis de grève pour la période des Jeux Olympiques pour permettre de faire pression et d'obtenir ce qu'ils revendiquent plus rapidement, c'est-à-dire hausse de salaire et augmentation des primes. Mais ils ne sont pas les seuls à faire pression puisque les éboueurs de Paris ont aussi déposé un préavis de grève pour les mêmes raisons, ainsi que le milieu hospitalier. Vous comprenez ce que veut dire ce silence? C'est pas fini. Le 19 mars, une partie des salariés de la Monnaie de Paris se sont mis en grève. Pourquoi c'est embêtant? Tout simplement parce que c'est la Monnaie de Paris qui confectionne les médailles. Mais heureusement, la direction de la Monnaie de Paris a quand même confirmé que la production de médailles n'est pas bloquée puisque le taux de grévistes n'est que de 0,22%. Donc c'est bon, je pense que ça y est, je ne vois pas qui pourrait encore faire grève. Eh oui, ce n'est pas fini, puisque la gendarmerie menace aussi de se mobiliser pour les mêmes raisons. Ils ont déjà réussi à obtenir une prime s'élevant à 1 900 €, mais ils veulent plus. Ils veulent une augmentation de salaire en raison des heures supplémentaires que vont engendrer les JO et qui vont empêcher certains de partir en vacances. Le syndicat Unité Police est clair avec leur slogan « Pas d'argent, pas d'agents ». Sauf que c'est problématique puisque des agents, on en a déjà pas beaucoup. Des campagnes de recrutement ont alors été lancées auprès des étudiants, des demandeurs d'emploi, mais aussi des retraités. Près de 5000 agents de sécurité ont été formés pendant 106 heures pour l'événement et selon Najat Chalani, responsable sécurité pour Envergure, une agence de sécurité, leur formation fonctionne. Nos entreprises partenaires ont déjà testé plusieurs de nos élèves au Parc des Princes, au Stade de France, à Roland-Garros et tout s'est bien déroulé. Et attention, rappel, ces agents sont chargés de faire les fouilles. Ne croyez pas qu'ils doivent assurer la sécurité avec des FAMAS. Donc, c'est plutôt tranquille. 106 heures de formation, je pense que ça va comparé aux 5 minutes d'entretien qui avaient été mis en place lors des JO de Londres pour les mêmes raisons. Je vous mets l'article en description parce qu'il est lunaire et on se rappelle, les JO de Londres avaient été fabuleux, extraordinaires et même les meilleurs jeux jamais organisés. Donc je pense que là aussi on a de la marge, allez lire l'article parce que vraiment c'est très grave. En revanche, on évoque une crainte au niveau de l'effectif. En effet, malgré les formations accélérées et facilitées, il manquerait selon la ministre des Sports près de 8000 agents de sécurité privés pour veiller sur les sites olympiques. Alors, le gouvernement ne dit pas non à une potentielle aide de l'armée française, mais aussi de l'armée polonaise. Oui, alors ne me demandez pas pourquoi, mais la Pologne va envoyer des hommes pour aider la France à gérer la sécurité des JO. C'est une première. Et restons dans la sécurité, mais cette fois à Marseille avec Jules lors de l'arrivée de la flamme olympique le 8 mai dernier. Sur place se trouvaient 150 000 personnes qui ont été fouillées, scannées à 3 reprises par 6000 agents répartis sur 11 points de fouille. Une sécurité du niveau de celle des aéroports selon les dires de certaines personnes sur place, donc impossible de faire passer quoi que ce soit comme de l'alcool, des bouteilles, des armes comme des couteaux par exemple, puisqu'on le fait directement pour vous. Eh bien oui, après avoir passé toute une procédure de contrôle extrêmement poussée, est mis à votre disposition, à la vente, dans des commerces placés un peu partout sur le site, des couteaux à l'effigie des JO de Paris. Des couteaux. Mais ce n'est pas fini, puisque comme à leur habitude, Théo Audace et Heroy Tout Court sur TikTok ont encore réussi à montrer les failles de sécurité en s'incrustant dans le carré présidentiel. De l'autre côté, on peut passer par là ou pas? Direct, sur les écrans. C'est ok? Ouais. Attends, je m'applique, on peut le faire dans les transports publics. On fait tout le tour, mais c'est trop long quoi. Et après un giga bluff, ils nous ouvrent les barrières et on passe. On arrive dans l'endroit le plus privatisé, encore plus privatisé que tout ce qu'on était. Même les VIP n'ont pas le droit d'aller là normalement. Bon, heureusement, aucun incident signalé avec les couteaux, l'infiltration de Théo Heroy est bon enfant, mais on espère que ça le restera pour la cérémonie des Jeux puisqu'elle doit avoir lieu pour la première fois de l'histoire en dehors d'un stade, le long de la Seine. Le spectacle de la cérémonie d'ouverture suivra le cours du fleuve sur 6 km depuis le pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna, le grand final ayant lieu au Trocadéro. Pas moins de 326 000 personnes sont attendues pour cette cérémonie, alors des plans de sécurité ont été mis en place, mais il y aura surtout le retour du QR code qui a été mis en place. A partir du 18 juillet jusqu'au 26 juillet 13h, seuls les riverains, les professionnels et les visiteurs ayant une réservation dans un établissement et munis d'un passe-jeu seront autorisés à circuler. Aucun véhicule n'aura accès aux zones grises et rouges, sauf pour de très rares exceptions et pour les véhicules d'urgence, donc SAMU, pompiers, gendarmerie, vous avez compris. C'est donc un projet extrêmement ambitieux, mais qui deviendra, je pense, la plus belle cérémonie si la sécurité est bien gérée et si le spectacle est bien millimétré. Alors pour ça, des répétitions sont mises en place. Depuis l'aube, une cinquantaine de bateaux défilent sur le fleuve pour répéter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Chaque bateau
chaque délégation, chaque pays va être annoncé dans un endroit différent de la scène et donc à une seconde différente, et il faut qu'on soit à cette seconde-là. Donc des répétitions millimétrées, une sécurité poussée, sauf que non, puisqu'on a appris en février 2024 le vol d'un ordinateur portable et de 2 clés USB contenant des documents présentés comme des plans de sécurisation des JO. Bon, quelques jours plus tard, en mars, le voleur a été retrouvé, condamné, et finalement ces documents ne contenaient a priori aucune donnée sensible, mais simplement des plans de place de parking. On est donc rassuré. Sauf que c'était sans compter sur un deuxième vol quelques jours plus tard d'un deuxième ordinateur contenant des plans confidentiels. La voiture de la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicienne de Bobigny a été cambriolée sur un centre commercial de Drancy pendant qu'elle faisait ses courses, certainement avec les 500 € de Valérie Pécresse. Mais vous savez, avec 500 € par an, on peut acheter beaucoup de choses. L'appareil contenait notamment les plans d'accès et les plans de circulation des JO, des documents indispensables pour les secours qui devront intervenir pendant l'événement. Un troisième vol a été signalé le 29 avril par la responsable chargée de l'aménagement du site olympique de Lille, qui s'est fait voler 2 ordinateurs portables et un badge d'identification qui se trouvait dans son véhicule stationné devant son domicile. À ce niveau-là, c'est juste de la poisse, voilà, tout simplement. Selon une source policière, un ordinateur volé était susceptible de contenir des plans de sécurité des infrastructures du village olympique de Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole lilloise. Mais heureusement, selon de nouvelles sources policières, l'appareil qui était éteint ne contenait rien de sensible et les accès aux données partagées ont été bloqués à distance. Quant au badge d'identification, il permet l'accès sur le site mais ne permet pas d'ouvrir la moindre porte. On a eu chaud, heureusement que les portes sont là pour la sécurité. Et en parlant de portes, certaines personnes ont été mises à la porte justement, la porte de Paris, carrément. C'est bien connu, chaque édition c'est la même chose et personne ne fait rien, mais les sans-abri sont sans arrêt éloignés des villes lors de la venue des Jeux Olympiques. Au total, 4000 personnes ont été concernées. Évidemment, personne ne peut se satisfaire qu'il y ait des squats et des bidonvilles, et si ces derniers peuvent être résorbés, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'ici, cela se déroule sans aucune solution. Ce sont des expulsions sèches, sans diagnostic social préalable, les sans-abri restent dans la rue. Le but, embellir l'image de la capitale. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Sauf qu'encore une fois, nouveau problème, cela ne touche pas que les sans-abri, mais touche aussi les étudiants. Le 11 avril dernier, une centaine des 3000 étudiants concernés par la réquisition de leur logement Crous lors des prochains Jeux Olympiques ont dû déménager pour être relogés dans d'autres résidences de la capitale. Au total, 12 résidences Crous doivent être utilisées cet été en Île-de-France pour accueillir temporairement pompiers, soignants, forces de l'ordre et sécurité civile le temps de la compétition. La ministre des Sports, donc Amélie Oudéa-Castéra, avait même demandé l'automne dernier de faire des efforts. On a tous besoin de faire de temps en temps des efforts pour que l'organisation des JO puisse être la plus fluide possible. Culotté d'entendre ça de sa part, puisqu'on le rappelle, selon elle, il n'y a aucune raison que ça atteigne 5 milliards, il n'y a ni dérive budgétaire, ni coût caché. Donc faire des efforts et ne pas mentir pour ce qui peut potentiellement être une dette de 5 milliards pour l'État et les Français, c'est non. Par contre, demander à des étudiants de se barrer de leur résidence Crous pour dans la majorité du temps atterrir dans des apparts encore plus petits, c'est oui. Le plus culotté dans tout ça, c'est que les étudiants concernés par ces réquisitions de logement ont jusqu'à la mi-août pour décider s'ils veulent revenir dans leur ancien logement ou s'ils veulent rester dans leur nouveau lieu de résidence à la rentrée universitaire. Et le pire, c'est qu'on leur demande de quitter leur logement à partir d'avril. Et à partir d'avril, bien souvent, qu'est-ce que les étudiants commencent à avoir jusqu'en juin? Des partiels. Donc par exemple, certains étudiants doivent carrément décaler leurs épreuves pour pouvoir déménager. Voilà. Donc un déménagement ça tombe à pic pour une bonne dose de stress en plus pendant les examens, mais après on s'étonne que les étudiants et les élèves soient complètement stressés et dépressifs. C'est pas un problème du système éducatif et de l'État, non, c'est de la faute des jeunes. Mais qu'est-ce qui tombe encore plus à pic à 2 mois des JO? Les élections européennes. Et en France, qui est arrivé en première position des suffrages? Eh bien le RN, représenté par Jordan Bardella, qui a très largement devancé le parti présidentiel, représenté par Valérie Hayet. Emmanuel Macron a donc pris la parole le soir même pour faire une annonce que personne n'avait vu venir. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance.
confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Ma seule vocation est de vous servir. Vive la République, vive la France. Le 30 juin et 7 juillet, les Français sont donc appelés pour voter pour de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Mais alors, quels sont les enjeux? Eh bien, si le RN obtient plus de sièges à l'Assemblée nationale que la majorité présidentielle à l'issue des élections, une situation de cohabitation devrait alors se mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Eh bien que le gouvernement et le Premier ministre viendraient alors du parti arrivé en tête à l'Assemblée nationale, alors que le président de la République proviendrait d'un autre parti. Donc, si ce scénario se déroule, eh bien Jordan Bardella deviendrait alors le nouveau Premier ministre. Je parle de sport, moi, de base, qu'est-ce que je fous là? Bref, une alliance entre les partis de gauche s'est alors créée, appelée Front Populaire, pour faire barrage au Rassemblement National. Des manifestations s'opposant à la montée du RN ont donc eu lieu un peu partout en France, mais surtout à Paris, et ces manifestations ne sont pas toujours tranquilles. On arrache le drapeau français, on dégrade l'espace public, on tague des monuments historiques, et plutôt que d'empêcher ce genre de comportement pour réussir à garder une belle image de Paris et de la France, le gouvernement préfère dégager les sans-abri de la capitale sans leur donner de solution, évidemment. Et petite transition vers de nouveaux problèmes, vers une nouvelle polémique, pas assez médiatisée à mon avis, mais des solutions justement il a fallu en trouver pour le spot qui accueillera les épreuves de surf lors des Jeux Olympiques. Le verdict est tombé en 2019, c'est le mythique spot de Tjupo qui a remporté face à Osgore, Seignos Cap-Breton, Lacanau, Biarritz ou encore face à celui de la Torche en Bretagne. Il faut savoir que le site de Tjupo est assez dangereux, non pas directement à cause des grosses vagues, mais surtout à cause du récif corallien extrêmement coupant et très peu profond. Ce spot est donc un endroit sacré pour les habitants de l'île qui protège le corail. Alors évidemment, les organisateurs ne sont pas bêtes et ont prévu des études pour savoir si ce spot mythique situé en Polynésie française était envisageable. Les organisateurs s'appuient par ailleurs sur le travail d'experts et se vantent d'être accompagnés d'un comité pour la transformation écologique des Jeux. Bon oui, vous le voyez venir, prendre autant de précautions, ça ne ressemble pas au gouvernement. En effet, Mataï Drolet, un surfeur local, regrette de ne jamais avoir pu mettre la main sur ces fameuses études d'impact. Malgré des centaines de demandes auprès du gouvernement, certaines personnes nous confient même qu'elles ne peuvent rien dire à ce sujet. Est-ce que vous essayez de nous cacher quelque chose? Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend des décisions sans faire d'études d'impact, puisque c'était déjà le cas pour le projet de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine. Donc une étude d'impact, c'est une étude technique qui vise à apprécier les conséquences de toute nature, notamment environnementales, d'un projet d'aménagement pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les effets négatifs. Par exemple, revenons sur Tjupo. Voici un exemple tout bête pour qu'une épreuve de surf remplisse les conditions du cahier des charges de la Fédération internationale de surf. Chaque surfeur se doit de respecter au maximum l'environnement. Il convient donc que chaque organisateur mette en place tous les moyens nécessaires afin que la nature soit préservée lors du déroulement des manifestations. Depuis 15 ans donc, la World Surf League utilise une tour en bois de 13,5 mètres de haut utilisée par les juges lors de compétitions. Mais le comité d'organisation olympique indique que cette tour n'est pas aux normes de sécurité en vigueur. Donc, quoi de mieux pour remplacer cette tour que d'en construire une nouvelle en aluminium avec de nouvelles fondations en béton armé. Mais ce n'est pas fini puisqu'ils veulent aussi construire 800 mètres de canalisation à travers le récif. Le but, installer l'eau courante et l'électricité permettant la création de sanitaires et d'un système de climatisation. Très respectueux de l'environnement tout ça, et extrêmement culotté puisque comme l'explique Mataï Drolet, le gouvernement avait dit que ce n'était pas à Tjupo de s'adapter aux JO, mais aux JO de s'adapter à Tjupo. On attend qu'ils tiennent parole. Parce que pour l'instant ça n'est pas le cas. En effet, cette construction est en tout point de vue une insulte aux populations locales qui n'ont manifestement pas été consultées en amont de la réalisation du projet, ni par Paris 2024, ni par le gouvernement polynésien. Abîmer un site à la fois vivrier et culturel pour faire passer l'eau courante et la climatisation, le message délivré aux habitants est simple, le confort de juges internationaux pendant 3 jours est plus important que votre lieu de vie, aussi sacré et ancestral soit-il. Et oui, vous avez bien entendu, au-delà de l'aspect culturel et environnemental, ce site est vital pour les populations locales, dont certaines dépendent principalement de la pêche pour vivre. Ce chantier aura pour conséquence la destruction d'une partie non négligeable du récif et la perturbation de la vie sous-marine. Les locaux craignent alors la propagation de la bactérie Ciguatera dans le récif à cause des mouvements de sol occasionnés par les travaux, et le problème de cette bactérie c'est qu'elle empoisonne les poissons, les rend toxiques et non consommables pour les habitants. Dans le pire scénario, le chantier pourrait même causer une déstabilisation durable du récif menant à terme à une disparition de la vague de Tjupo.
Outre son importance écologique, cette vague possède une place particulière dans les rites des populations locales pour lesquelles le surf est associé à la rencontre entre la force spirituelle de l'océan et de l'homme. Comme le dit Vainé Fierro, une surfeuse tahitienne et surfeuse professionnelle, cette vague-là donne un feeling différent, tu ressens une énergie, ça s'appelle le mana. Évidemment, la légende du surf Kelly Slater ainsi que de nombreux surfeurs et de nombreuses surfeuses ont réagi en s'opposant clairement à ce projet et sont engagés dans la sauvegarde des récifs coralliens. Entre 500 et 1500 Polynésiens, selon certaines sources, ont donc manifesté à Tupou en octobre 2023 contre ce projet de tour en aluminium. Pour vous dire à quel point la situation est délicate, c'est que la Fédération internationale de surf, à ne pas confondre avec la World Surf League, société privée américaine qui gère le circuit pro mondial, se dit ainsi attristée et surprise de constater qu'un test entrepris par le gouvernement polynésien avait abouti à l'endommagement du récif corallien de Tupou par une barge. Eh oui, l'incident qui s'est produit le vendredi 1er décembre a été filmé par des associations de défense de l'environnement. They want to build their new foundations. They're not even able to go over there with their barge. Look at this. Look, vous êtes responsable, Paris 2024. Vous êtes responsable. Regardez-moi ce corail là. Cassé, cassé, cassé. Cassé, regardez-moi ce corail cassé. Ça me plaît pas de faire cette vidéo, ça me plaît pas. Regardez-moi ça. Ils ont cassé plein de coraux sur le passage. La veille, alors je dis bien aux médias, on a reçu une invitation. Il y a 2 jours pour vous les voir venir utiliser leur barge qui soi-disant elle est passée. Effectivement elle est passée, en cassant du corail. Et là maintenant elle est bloquée, elle ne peut plus sortir. Et là on est à la marée la plus haute. Paris 2024. Bravo, bravo. À la suite de cette vidéo, le président polynésien élu en mai dernier a suspendu les travaux qui devaient commencer le lundi 4 décembre. Ils ont enfin compris leur connerie et ont donc annulé les travaux pour... Après l'inauguration de la passerelle hier, c'est la fameuse tour des juges qui est désormais opérationnelle. C'est forcément une satisfaction de voir cette tour utilisée. Voilà, elle a fait couler beaucoup d'encre, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et non, évidemment qu'ils n'ont pas annulé, vous croyez quoi? Ils ont vite démoli la tour en bois pour construire la nouvelle. Mais alors, est-ce qu'ils ont pris au moins des petites mesures? Eh bien, on ne peut se consoler que très peu. La collectivité avait réduit la taille et le poids de la construction, passant de 14 à 9 tonnes. Elle a aussi fait superviser les travaux par 2 personnalités reconnues du surf local, Pascal Luciani et Moana David. La tour est terminée, les essais techniques ont été réalisés, électricité, fibres, tout fonctionne, a confirmé Pascal Luciani. Il a ajouté qu'il n'y avait pas eu de casse au cours des travaux, ni de protestation. Eh bien, on l'espère, et de l'espoir justement il en faut pour les femmes, parce que la problématique environnementale n'est pas la seule par rapport à Tupou. Comme on le sait tous, le sport est pratiqué par des hommes, mais aussi par des femmes. Donc quelle merveilleuse idée de prendre le spot de Tupou pour les JO alors qu'il est interdit pour les compétitions féminines depuis 2006. Oui, vous m'avez bien entendu, interdit pour les compétitions féminines parce que jugé trop dangereux. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de la surfeuse française Justine Dupont à Nazaré. Alors, je sais que Justine Dupont est spécialisée dans le surf de gros, donc c'est une autre discipline, mais à un moment faut arrêter. Même si ce sont des précautions de sécurité, le niveau de surf des femmes s'est très largement amélioré. Et justement, Vainé Fierro se bat pour ça. En 2019, elle obtient la récompense du meilleur tube féminin de l'année, et évidemment, elle l'a fait chez elle à Tupou. À ce moment-là, elle était la seule femme à l'eau. Mais heureusement, après avoir réussi à faire instaurer en 2018 par la WSL l'égalité pour le prize money, les surfeuses ont enfin réussi en 2022 seulement à faire revenir la compétition sur le spot de Tupou. Et il y a 3 semaines, c'est justement Vainé Fierro, 24 ans, qui est devenue la première française et tahitienne à s'imposer lors du Tahiti Pro sur la vague de Tupou. Grâce à cette victoire, elle devient l'une des grandes favorites pour décrocher la médaille d'or au JO. Alors voilà,
Si j'ai décidé de parler de cette polémique en dernier, c'est pour que vous la reteniez. La majorité du temps, les polémiques environnementales et les polémiques autour de l'égalité homme-femme, même si pour le coup cette dernière s'est bien terminée, ne sont jamais mises en avant. On préfère parler de la couleur de la tour Eiffel, dire que le drapeau français aurait dû être ici plutôt que là, que l'hymne des JO ressemble à celui de Jurassic Park, que le logo ressemble à celui d'un salon de coiffure ou encore que la mascotte ressemble à un clito. Vous allez me dire, ouais mais t'en as parlé toi aussi. Et oui, vous avez raison, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Je vous ai juste montré la débilité et l'incohérence des propos de certains. Je vous ai montré qu'on accordait trop d'importance aux sujets de surface, peu profonds, qui ne demandent aucune réflexion et qui sont très facilement démontables en quelques arguments. Comme par exemple la polémique sur Aya Nakamura où beaucoup se concentrent sur les mauvais arguments alors que le vrai problème réside dans ça. Mais encore une fois, ça fait moins de clics que de parler du fait qu'elle soit noire et que ses paroles soient explosées ou non. On veut faire absolument de la récupération politique. Je vous ai montré donc le contraste qui existait entre ces sujets et les vrais sujets, comme les sans-abri, les étudiants, les dérives budgétaires, la destruction d'un écosystème vital et sacré pour les habitants de Polynésie, au détriment d'une tour en aluminium de 9 tonnes pour seulement 3 jours d'épreuve. Je vous ai montré que le gouvernement faisait le choix en 2019 de prendre un spot de surf inaccessible à la compétition pour les femmes. Alors voilà, c'est ça le vrai problème. J'aimerais donc vous dire de vous informer par vous-même et d'arrêter de suivre les mouvements sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, tout n'est pas une question de droite ou de gauche, de Front Populaire ou Rassemblement National, tout n'est pas une question de Paris 2024 ce sera explosé et Londres 2012 c'était génial, mais tout est une question d'ignorance. Il suffit de s'informer pour se rendre compte qu'il y a du bon et du mauvais partout. Il suffit de s'informer pour se rendre compte que non, la France et Paris ne sont pas plus guignolos que d'autres pays. Et nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas l'arrêt total de ces compétitions, car c'est dans ces moments que chaque pays se sent le plus patriote et uni. Ce qu'on veut, c'est qu'elles se dirigent vers du mieux, du plus responsable, même si c'est très peu probable. Ce qu'on veut, c'est que ces jeux se passent du mieux possible, que nos Français nous ramènent le plus de médailles, et que la France brille dans le monde entier. Let's watch some crazy stuff, yo!